Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan lecture du mois de mai et franchement il a été marqué par de gros coups de cœur que je dois vous parler. Ça a été le mois le plus concentré en termes de coups de cœur, c'est même été très difficile de faire une sorte de classement. J'ai réussi mais vers la fin vraiment le top 4 là, très difficile de les différencier. Bref, il faut absolument que vous découvriez cette lecture parce qu'elles valent vraiment le coup. En tout cas elles vont faire partie de mes coups de cœur de l'année, ça c'est sûr et certain. Donc on va en parler tout de suite. Donc ce mois-ci j'ai réussi à faire un petit classement, donc on commence du moins bien entre guillemets au celui que j'ai le plus apprécié, mon coup de cœur du mois de mai. Premièrement, on commence par un livre que j'ai reçu en service presse de la part de Page Turner et de Bayard Éditions. Il s'agit donc de Liar's Beach que j'avais reçu même en épreuve non corrigée ici et que je vous ai fait remporter également sur Instagram puisque tous les concours se passent là-bas, donc n'hésitez pas à venir me suivre pour ne louper aucune information. Donc ici nous sommes sur un thriller adolescent à la Outer Banks où on va suivre Lyndon qui est un jeune adolescent qui fait beaucoup de parettes car il a intégré un lycée grâce à une bourse avec le sport qu'il pratique, sauf que eh bien, tous les lycéens de son entourage sont très riches et l'un d'entre eux va l'inviter à passer l'été dans sa maison secondaire au bord de la plage. Donc Lyndon il accepte mais il trouve que ses camarades sont un peu fourbes et puis il va se passer un petit peu un drame puisque un matin ils vont retrouver une connaissance, un garçon à moitié inconscient sur le bord de la piscine de camarades de Lyndon et donc ils vont se poser la question de ce qui s'est passé. La police conclut très rapidement qu'il peut s'agir d'un accident, sauf que Lyndon est convaincu du contraire et ça tombe bien, il va mener une petite enquête avec une ancienne connaissance qu'il recroise également sur la plage, Holiday, qui a un côté peps, qui est vraiment une jeune femme très dynamique que j'ai appréciée car elle est authentique et vraie, alors que Lyndon et tous ses camarades eux sont plutôt faux puisque on va voir que évidemment dans ce milieu un petit peu de personnes riches il y a des manipulations, des manigances etc, des choses à cacher. Bref, je lui ai mis la note de 3,5 sur 5 car c'est une bonne lecture que j'ai appréciée, ça se lit très vite mais j'ai pas été plus que ça happée par l'ambiance du roman. En fait j'ai pas été happée par les principaux personnages à part Holiday qui heureusement vient mettre cette touche de fraîcheur comme je vous disais parce que les autres sont vraiment enfin voilà, ils sont fourbes et donc du coup on a déjà la sensation qu'ils ne sont pas authentiques et donc ça nous permet pas de nous identifier à eux très rapidement. Pareil pour Lyndon, il est un petit peu ambigu, il fait des paraître et des faux semblants. Bref, après c'est une quête d'identité j'ai envie de dire aussi de la part de l'adolescent. C'est normal de ne pas trop savoir où est sa place et d'essayer d'en créer une pour s'intégrer à ses camarades. Donc forcément voilà, j'ai bien aimé. En revanche j'ai pas été très surprise de la fin, c'est assez classique pour un thriller. Donc voilà, c'était une très bonne lecture que je recommande pour vous accompagner sur la plage cet été. Voilà une petite lecture d'été si vous aimez ce genre de petites lectures adolescentes, summer et thriller. Voilà, c'est les trois grands mots-clés principaux pour cette lecture si vous voulez craquer et passer un bon moment sans vous prendre trop la tête non plus. On passe au suivant qui est Pour l'amour des dieux de Sarah Underwood, publié chez Casterman Édition, que j'avais reçu en concours, donc que je remercie énormément. Alors il y a un reflet doré donc vous ne voyez pas forcément, voilà là on le voit bien. Donc il s'agit évidemment d'une réécriture mythologique et je suis extrêmement heureuse parce que vous savez que c'est le thème que j'apprécie le plus dans mes lectures. Donc ici nous allons suivre Leto qui fait partie du royaume d'Ithaque, mais ce royaume est maudit puisque chaque année 12 jeunes filles sont sacrifiées à Poséidon puisqu'ils sont donc touchés par cette malédiction et Leto va être marquée par ce dernier. Donc elle va se retrouver sur la plage et être pendue, sauf que eh bien la mort ne l'attend pas puisqu'elle va se réveiller sur les rivages d'une plage et elle va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Melento. Cette dernière va lui raconter qu'elle est donc dans une malédiction et qu'elle est un petit peu la clé qui permettra de stopper cette malédiction. Donc on suit donc des adolescents qui vont essayer de se venger étant donné que pour arrêter ce cycle de sacrifice des jeunes femmes, Leto doit tuer donc le prince d'Ithaque. Rien que ça, n'est-ce pas? Dans la première partie du roman on va suivre Leto qui commence à apprivoiser un
un petit peu Melento et tous les changements qu'il y a eu de cette réincarnation, puisque ça ne la laisse pas sans indifférence physiquement et mentalement, et elles vont essayer de préparer ce plan de comment atteindre donc la vie du prince d'Ithaq. Et ensuite on va avoir donc un basculement puisqu'elles vont réussir à quitter cette île et pour venir sur le royaume donc d'Ithaq, et là on va avoir plus une complot politique, etc. En résumé, j'ai apprécié cette lecture à laquelle j'ai mis 3,5 étoiles sur 5 également, mais ce n'est pas du tout un coup de cœur. Ici en fait ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'on est... Mais pourquoi tu te mets à miauler? On est là. Ah, t'as pris ta souris. Bah oui, mais je suis en train de tourner une vidéo. Mais va jouer ailleurs. Interruption chat terminée, désolée le cadre a dû un petit peu bouger, mais donc j'étais en train d'expliquer que ce n'était pas un coup de cœur puisque là nous allons suivre un triangle amoureux assez particulier puisque Leto est amoureuse à la fois de Melento et du prince d'Ithaq et elle embrasse l'un ou l'autre comme ça sans indifférence. Je trouve que c'est un petit peu étrange en fait de ne pas pouvoir choisir. Après elle est dans une sorte de quête d'identité de soi-même puisque c'est une adolescente, donc je peux comprendre, mais en même temps je trouve ça un petit peu bizarre. On est un petit peu sur du polyamour, j'ai l'impression. D'autant plus que la relation entre la jeune femme, donc Melento et Leto, sont qualifiées de amies alors qu'elles sont bien plus que des amies hein, concrètement, avec tout ce qui se passe. Il y a des scènes de violence et de sexe un petit peu explicites, alors pas trop non plus par rapport à d'autres livres, mais disons que c'est pas adapté à des adolescents, en tout cas des jeunes adolescents, plutôt vers 14-15 ans, et pour autant j'ai trouvé que c'était une lecture vraiment très jeunesse dans la young adulte. Je trouvais que c'était vraiment assez facile et les personnages je les trouvais vraiment un petit peu... Il manquait de maturité en réalité. Donc c'est pour ça que je me dis bah en fait on est sur un mélange de... Oui, il y a des choses explicites qui ne sont pas adaptées pour des jeunes, mais pour autant ce sont des personnages très jeunes et la lecture, la façon dont c'est décrit, etc. c'est adapté aussi pour des jeunes adolescents. Bref, du coup c'est vrai que ça m'a un petit peu chafouiné. La fin est digne d'une grande tragédie grecque, j'apprécie assez. Donc voilà, j'ai globalement bien apprécié ma lecture, mais ça restait pas un coup de cœur pour moi. Là on arrive dans des lectures que j'ai vraiment beaucoup appréciées ce mois-ci, et donc nous commençons avec Le Roi Maléfique qui est donc le deuxième tome de la saga du Peuple de l'air écrit par Holly Black et publié chez Rajo, et donc c'est une lecture commune que nous avons sur le Discord et j'ai apprécié également ce deuxième tome. Dans la lignée du premier finalement, il se dévore tout seul, j'ai pas eu la sensation de l'avoir lu très rapidement en fait, mais pour autant je l'ai lu en 3 jours même pas, donc c'est vraiment un page turner et j'aime toujours autant l'univers qui est vraiment très beau, très poétique autour de la nature. C'est très détaillé au niveau des créatures, etc. C'est magnifique. Et là on rentre un petit peu plus dans les complots politiques si je puis dire. Dans le premier tome on suivait Jude qui était plutôt en train de se chercher dans cet univers, chercher un petit peu sa place. Là clairement elle le sait, il y a eu un renversement de situation et elle est vraiment en train de s'affirmer. J'aime énormément. Par contre, les révélations un petit peu finales ne m'ont pas surprise. J'ai l'impression qu'on est un petit peu en train de se répéter avec le tome 1, en tout cas dans la façon dont c'est narré et les différents événements qui sont arrivés à différents endroits. Sa sœur a Jude, vraiment, je le savais, voilà, c'est une garce depuis le début et ça le restera à jamais. Donc très peu surprise de ce retournement de situation. Mais voilà, du coup j'apprécie cette lecture. Je continuerai avec le tome 3 évidemment. Toutefois ça reste pas un coup de cœur, voilà, c'est un 4 sur 5. Je comprends que c'est eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux et que donc on en a entendu beaucoup parler pour de la fantasy et notamment pour commencer. C'est vraiment très sympa, j'apprécie aussi, mais c'est toutefois pas un coup de cœur parce que pour moi il faut que ça soit un peu plus poussé comme univers et comme événement, parce que là on reste quand même sur quelque chose de classique j'ai l'impression et voilà, il manque quelque chose de plus adulte en fait dans cette lecture. Là on suit plutôt une adolescente donc c'est logique et c'est pour ça que j'apprécie, mais c'est pas un coup de cœur comme je pourrais apprécier par exemple pour Keleana, alors qu'on est quasiment dans le même genre sauf que Keleana c'est carrément adulte. On poursuit avec un envoi de la part de Babelio puisqu'ils m'ont contacté pour faire la masse critique de Aki Shimazaki Urushi. Donc là c'est le 5e tome, regardez le format il est super étrange. Quand je l'ai reçu je me suis dit waouh trop bizarre, il est très long et très petit. Voilà, donc on est sur le 5e tome de sa saga, sauf que j'ai pas encore lu les autres et je sais très bien que bon les livres de Aki Shimazaki peuvent se lire dans le désordre, et donc là l'histoire était assez particulière. C'est pas un coup de cœur parce que la première partie m'a dérangée étant donné que là nous allons suivre Suzuko
qui a grandi dans une famille recomposée, c'est-à-dire que sa mère n'est pas vraiment sa mère, enfin bref. Et donc du coup elle va se rendre compte quand elle arrive au niveau de la quinzaine qu'elle est amoureuse de son grand frère qui n'est pas techniquement son grand frère mais son cousin, et au Japon le mariage avec les cousins sont autorisés. Bref, ça m'a un petit peu dérangée cette partie là, ça fait un peu, pas inceste mais quand même, et on va voir du coup qu'il va y avoir une révélation au milieu du livre et Suzuko va un petit peu s'affranchir de ça et se redécouvrir, et là j'ai beaucoup apprécié l'évolution du personnage dans la seconde partie de ce roman. En soi j'ai beaucoup aimé parce que nous sommes toujours en train de suivre la plume très poétique de Aki Shimazaki que j'apprécie toujours autant, qui nous plonge dans un univers notamment de la culture japonaise en des phrases très courtes, très synthétiques mais en même temps très belles, et ça nous transporte très rapidement. Donc voilà, je l'ai lu en même pas quelques heures, donc j'apprécie toujours autant, et c'est pour ça que ça reste un 4 sur 5 et pas un 5 sur 5 par le début du livre qui m'a un petit peu mis mal à l'aise. Ah là là, on arrive du coup dans le top 4 qui est vraiment très compliqué à départager, mais donc je vous présente dans un premier temps Méduse, écrit par Jessie Burton, qui est une réécriture mythologique donc du mythe de Méduse, mais pas tellement, puisque nous allons suivre un épisode très précis qui se passe sur quelques jours, et on va être donc dans le point de vue de Méduse, mais cette fois-ci qui la rend beaucoup plus humaine, et c'est ce que j'ai aimé dans cette réécriture. On n'est pas sur Méduse le monstre etc, on est sur une adolescente qui est vraiment très humaine, qui ressent des sentiments, des émotions etc, et il va y avoir aussi une quête de soi, une affirmation, une confiance en soi aussi qui va se développer, et l'acceptation de son physique etc. Il y a vraiment des très beaux moments qui font assez écho à ce qui se passe dans notre société actuellement aussi. J'ai vraiment retenu plusieurs citations qui m'ont frappée, j'ai énormément aimé, ça se lit en très peu de temps puisqu'il y a 186 pages, donc vraiment très court roman. Donc on suit quelques jours Méduse qui est en train de rencontrer Persée, donc qui dans la mythologie grecque est celui qui justement combat cette femme, enfin une méduse en tout cas, et là justement la fin change de tout au point par rapport à au mythe original, mais pour autant j'apprécie parce que c'est très bien amené et c'est vraiment justifié, j'ai envie de dire. C'est très beau, et vraiment ces deux personnages sont très attachants puisque ils vont nouer un lien malgré le fait qu'ils ne puissent pas se voir, mais ils vont se confier puisqu'ils ont en certains points certaines similitudes qui les rapprochent et qui du coup créent ce lien qui est impossible à créer entre les deux. Bref, on est un petit peu sur pas un enemy to lovers mais quand même un petit peu, donc on passe d'un enemy to lovers to ennemi, c'est assez appréciable. Bref, il se passe beaucoup de choses dans ce petit roman que j'apprécie énormément, vraiment très bonne lecture. 5 sur 5 et limite un coup de cœur pour une réécriture mythologique, car ça n'arrive pas souvent que ça soit aussi adulte et aussi bien travaillé, détaillé en si peu de pages, et que ça soit assez contemporain et surtout humain. Donc c'est pour ça que je l'apprécie énormément. En troisième position, mais ça fera partie, j'en suis persuadée, de mes coups de cœur de l'année, il s'agit de Keleana, la deuxième partie du 4e tome. Pépite, waouh, incroyable, j'ai vraiment bien fait de poursuivre parce que je savais que c'était vraiment un seul tome en anglais et que c'était vraiment la continuité de celui que j'ai lu, donc la première partie, que j'avais déjà apprécié, mais alors celui-là il est vraiment au-dessus. Incroyable, je crois que là c'est vraiment le retournement de situation qu'on attendait. Je comprends tout à fait toutes les personnes qui disent que le tome 2, le tome 3 c'est un petit peu de la mise en contexte, un petit peu de l'apprentissage etc, d'approfondissement de l'univers. Là on rentre réellement dans les événements, on rentre dans les retournements de situation. Waouh, il y a de l'action, ça c'est sûr et certain. Et qu'est-ce que j'ai aimé, franchement je peux pas vous en parler plus pour pas trop vous spoiler. J'ai hâte de découvrir la suite, et en même temps je me dis mais comment on peut avoir une suite à cet univers après tout ce qui vient de se passer là dans ce dernier tome. Je l'ai lu en même je crois 24 heures quoi, tellement il m'a marqué et j'ai vraiment été happée par l'histoire. C'est vraiment avec le tome 1 mon coup de cœur je pense, parce que bon la première partie était très bien du 4e tome, mais du coup en anglais comme ça fait qu'un seul, je pense que voilà ce serait un de mes préférés. Alors là cette deuxième partie, oh là là, j'ai été surprise sur plusieurs points. Et je me dis ouais là je retrouve encore plus l'univers que j'apprécie parce que je l'aime énormément, mais là on est vraiment au cœur de ce que j'aime le plus dans les lectures et je me dis incroyable. Bref, je vous recommande évidemment de lire cette saga pour ceux qui apprécient la fantasy, notamment adulte, parce que du coup on a certaines choses qui sont très violentes, très explicites, donc bref,
pépite, c'est vraiment tout ce que j'aime dans la lecture. Bon, en parlant de violence, de complot et de retournement de situation, je vous parle du livre qui est en deuxième position et qui l'a largement mérité car ça a vraiment été une révélation. Il s'agit de Noblesse oblige, écrit par Maïwenn Alice qui est donc une autrice française. Et là, waouh, c'est incroyable. Enfin je sais pas, là vous avez vu comment je suis grave enthousiaste là pour vous en parler de toutes ces lectures là. Je sors de mon cadre entre guillemets professionnel et très sérieuse que j'ai l'habitude d'aborder sur la chaîne parce que voilà, bref, là j'ai vraiment l'impression de parler à mes copines et d'essayer de les convaincre de les lire parce que là, pépite, pépite, pépite. D'ailleurs j'ai réussi à faire craquer une personne sur Instagram pour lire ce livre. Incroyable, vraiment incroyable. Déjà ce livre me tentait énormément par sa couverture, par son jaspage juste magnifique. Je me suis dit ça va forcément me plaire parce que là c'est un rapport avec la royauté, vous savez que j'aime beaucoup les intrigues de cour, etc. Et là nous sommes sur une uchronie et enfin vous savez que j'aime beaucoup la dystopie et là clairement il y avait tout ce que j'aime dans ce livre. Attention toutefois parce que j'étais pas vraiment avertie et je pensais pas que ça allait se retourner dans cette situation là. Il y a des scènes très violentes et aussi explicites. Je pense que ce livre est adapté à des jeunes de 15 ans et plus, pas en dessous, parce que c'est vraiment un peu chaud ce qui se passe à l'intérieur, même si on ne pensait pas. Dans toute cette euphorie, j'ai totalement oublié de vous faire un résumé. Donc ici, nous sommes dans la société française, sauf qu'elle n'a pas connu la révolution de 1789, donc nous sommes encore sous la royauté, mais avec les évolutions technologiques actuelles, c'est-à-dire que les téléphones existent, et on a la création d'une émission de télé-réalité qui est donc Noblesse oblige, afin que les jeunes femmes puissent rencontrer de nouveaux nobles et qu'il y ait un peu un renouvellement du sang, parce que vous savez, les mariages consanguins étaient très répandus, et donc du coup, ces jeunes femmes vont devoir participer, elles sont sélectionnées, et elles doivent soit se marier avec un noble, soit être au couvent, bref une très bonne destinée qui les attend. Et dans cette histoire nous allons suivre Gabrielle qui est secrètement anti-royaliste et qui va être sélectionnée pour participer à cette télé-réalité alors que justement toute la royauté a un petit peu atteint sa famille et donc du coup elle est dans cet esprit de vengeance et elle va se dire comment elle va réussir à un petit peu comment dire se venger et essayer de retourner le système. Mais ce qu'elle n'était pas prête à vivre, c'est tout ce qui se passe et les parts d'ombre qu'il y a à l'intérieur donc de la cour royale qui ne sont pas forcément montrées à la télé-réalité. J'ai apprécié parce qu'on est dans la première partie de ces livres dans tout ce qui est un petit peu en rapport avec la sélection, vous savez, ces intrigues de cour, ces personnes qui ne connaissent pas finalement la royauté et la cour et la noblesse et qui va devoir se plier un petit peu à tous ces protocoles dans une émission de télé-réalité de faux semblants et de paraître, et elle découvre donc tout ceci, l'envers un petit peu du décor finalement que la plupart ne connaissent pas. Et ensuite on a des révélations dans la deuxième partie qui sont waouh, je pensais pas. L'univers était tout bisounours, tout doux au début, encore il y avait de la télé-réalité, des manigances, des complots politiques, bref c'est vrai que c'était pas très joyeux. Mais alors après là, j'ai été estomaquée un petit peu parfois, j'étais en mode ah ouais d'accord ça se retourne comme ça. Je m'attendais pas à aborder ces thèmes, c'est assez trash en fait et je me dis mais tellement bien fait parce que quand on connaît la société à l'époque on sait très bien que bon c'est peu surprenant et tout à fait plausible que c'est tourné comme ça. J'ai adoré, franchement je vous le recommande énormément. Alors c'est extrêmement bizarre parce que c'est vraiment très glauque et je vous recommande quelque chose qui a été extrêmement un peu malsain d'un côté mais en même temps genre c'était addictif quoi. Je voulais savoir, je voulais continuer alors que c'était glauque et je me dis mais c'est bizarre. Bref, j'ai adoré, je vous conseille de foncer si vous aimez voilà, les intrigues de cour et un petit peu de thriller parce que faut pas oublier qu'il y a quand même cette partie là, enfin c'est pas thriller dans le sens, j'ai pas envie de vous spoiler, je vous en dis pas plus. Enfin on termine par un gros coup de cœur pour le mois de mai, si ce n'est pas le coup de cœur de l'année 2024, vraiment je suis presque sûre d'affirmer ceci, on verra à la fin de l'année mais vraiment une pépite. Donc je vous parle de Divine Rivalité écrit par Rebecca Ross et incroyable, c'est tellement beau, ça sort un petit peu de ce que je lis habituellement, on est un petit peu aussi dans un style un peu contemplatif parfois, mais j'ai adoré alors que d'habitude je préfère quand il y a de l'action et tout, il y en a, mais aussi j'ai été ultra contente de un petit peu succomber à la hype parce que vous savez que de base j'apprécie pas tellement quand il y a beaucoup de hype autour des livres, je laisse la hype passer et ensuite je m'y mets. Mais là j'ai tellement bien fait de le lire dès sa sortie, je l'ai
dévoré, je l'ai adoré, je kiffe, je kiffe. Je vais essayer de vous faire un résumé à la fois complet mais qui vous en dit pas trop. Ici nous sommes dans une société, je dirais dans les années 1800, qui est un petit peu différente de la nôtre puisque nous sommes dans un monde où il y a des divinités qui existent, il y a des dieux et déesses et celles-ci vont rentrer en conflit puisqu'il va y avoir une guerre et donc il y a des jeunes qui vont s'enrôler dans cette guerre. Et ici nous allons donc suivre Iris qui est juste ici, dont le frère part justement au front et sa mère sombre un petit peu dans l'alcoolisme et elle va devoir arrêter ses études et être engagée auprès d'un grand journal pour pouvoir un petit peu maintenir sa vie à flot, et elle va trouver du réconfort en envoyant les lettres finalement à son frère puisqu'elle a une machine à écrire chez elle. Elle dépose ses lettres dans son armoire et les lettres disparaissent, donc elle ne sait pas où elles vont mais en tout cas elle espère qu'ils arrivent au niveau de son frère et elle va se retrouver en fait en concurrence avec ce jeune homme qui est donc son plus grand rival dans le journal et elle va donc à un moment donné en avoir marre de cette vie, surtout qu'il va y avoir un événement qui va bouleverser sa vie et elle va du coup quitter son job et aller chercher son frère, d'autant plus que un beau jour elle va trouver que ces lettres en fait sont lues par un inconnu qui va lui répondre et donc on voit qu'il y a un lien magique qui s'est tissé entre ces deux personnes. Elle ne sait pas qui il est mais elle s'est confiée énormément donc à travers ses lettres et donc il va y avoir ce lien qui va se nouer et bref, j'en dis pas plus parce qu'après ça serait vous spoiler et je trouve que j'en ai déjà trop dit, mais incroyable, 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 je l'ai adoré, j'ai tant aimé l'univers, j'ai tant aimé la dynamique, les personnages, l'authenticité, l'intrigue, l'univers, enfin bref. J'ai beaucoup apprécié, en fait voilà, j'ai tellement un gros coup de cœur que je ne sais pas comment vous en parler pour vous donner envie de le lire parce que j'ai l'impression que je me répète, je n'ai pas l'impression d'être très concrète dans ce que je dis juste j'ai apprécié, j'ai aimé etc mais j'arrive pas à détailler, mais pour autant c'est vraiment, bref, pépite, mais voilà, je suis confuse dans mes propos parce que ce que je ressens dépasse tout ce que je peux vous dire en fait, je sais pas comment vous convaincre, je vous avoue que là je peux que vous recommander d'aller le lire quoi. Et voici pour ce bilan lecture du mois de mai. Franchement j'ai eu tellement de gros coups de cœur qui vont marquer mon année 2024. J'ai vraiment beaucoup aimé, il y a une concentration là d'un coup et ça fait plaisir parce que j'ai eu la sensation que depuis le début de l'année j'avais pas des très grosses lectures qui m'avaient marqué. Bah là on a rattrapé en fait, hein. Là on est vraiment sur des gros coups de cœur en l'espace de quelques semaines, même pas. Bref, n'hésitez pas à me faire un petit bilan vous aussi de vos lectures dans les commentaires, me dire quelles sont vos lectures qui vous ont marqué au mois de mai. Merci en tout cas d'avoir lu d'avoir lu n'importe quoi. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si vous avez lu, punaise mais ce n'est pas lu, c'est vu. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un emoji lettre en lien avec Divine Rivalité. Là vous voyez les lettres, c'est un détail très important dans cette lecture, donc c'est pour ça que je vous invite à mettre ces petits emojis. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous laisse donc ici et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao.